FAE à Berne. Et Madame, le docteur Katharina Böhme, vous êtes la directrice exécutive de la Foundation for Innovative New Diagnostics à Genève, je crois. Si vous êtes d'accord de vous exprimer peut-être également en français, oui. Et ensuite, s'il y a des questions en anglais, eh bien à ce moment-là, nous pourrons vous passer la parole pour que vous répondiez en anglais. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que je peux vous demander de bien vouloir prendre la parole, s'il vous plaît? Très volontiers. Merci bien, madame. Alors, c'est un plaisir pour nous, pour moi, d'être ici. Et j'aimerais vous remercier pour votre intérêt à la coopération internationale et à notre partenariat, notre collaboration avec les milieux d'innovation médicale, les partenariats avec le secteur privé. Et je vais aborder ça un peu plus tard. C'est très, très important pour nous parce que, comme nous savons tous, le secteur public ne peut pas tout seul atteindre les objectifs du développement durable dans le cadre de l'agenda 2030. Nous avons besoin de ces partenariats. Et pour ça, je suis très reconnaissante d'avoir ici une représentante de ces milieux-là, la CEO de FIND, Foundation for Innovative New Diagnostics. Alors, je vais tout d'abord faire quelques remarques sur la coopération internationale de la Suisse, sur les défis, mais aussi les progrès qu'on a fait dans les dernières années, et aussi les lignes d'intervention. Après, je vais faire quelques remarques sur notre coopération avec le secteur privé, y compris le secteur privé dans l'innovation médicale, et avec des exemples concrets. Et là, Madame Böhme va prendre la parole aussi pour démontrer ce que fait FIND dans ce secteur-là. Alors, la coopération suisse s'engage, comme vous le savez, sur la base légale, sur la base de la Constitution suisse, s'engage dans la lutte contre la pauvreté absolue, mais aussi contre la pauvreté relative, à savoir les inégalités qui se creusent, les inégalités sociales, les inégalités économiques qui amènent à une pauvreté relative au sein des pays, qui peut être plutôt qu'entre des pays. On constate que les inégalités entre des pays se diminuent sur le plan mondial, mais les inégalités dans les pays, à l'intérieur des pays, c'est un phénomène mondial, s'augmente. Alors, c'est là où la coopération internationale de la Suisse s'engage, mais aussi pour le développement économique durable. On peut aussi constater qu'on a fait beaucoup de progrès depuis les années 90. Sur le plan mondial, les gens vivent plus longtemps aujourd'hui, et le monde aussi, pour l'ainsi dire, était jamais aussi riche qu'aujourd'hui. L'extrême pauvreté a diminué de moitié entre 1990 et 2010. Et passant de 47 à 22%, et ça veut dire 1 milliard de gens dont la pauvreté extrême de moins. Mais il faut aussi admettre que les chiffres absolus n'ont pas vraiment changé. Mais la faim chronique a reculé, et aussi la proportion d'enfants bénéficiant d'une éducation de base est passée de 83 à 90%, et le taux de mortalité infantile a diminué de moitié, ce qui est aussi presque le cas pour la mortalité maternelle.
Nous avons parlé de la santé. Là, on peut aussi dire qu'en 2014, 13 millions infectés par le sida recevaient traitement rétroviral en 2003. Alors, 11 ans avant, ce chiffre était 8100, et ça se traduit à 7 millions et demi de vies sauvées. Un succès pareil est aussi remarquable dans la lutte contre la tuberculose et la malaria. Et ce qui est aussi très important, depuis les années 90, 2,3 milliards de personnes ont un meilleur accès à l'eau. Mais évidemment, des grands défis demeurent. Les inégalités, comme j'ai déjà dit, les inégalités sociales et économiques se creusent. Le changement climatique menace les ressources naturelles essentielles de la vie. Et 800 millions de personnes souffrent toujours de la faim, et 1 milliard de souffrent de malnutrition chronique. 250 millions d'enfants ne savent ni lire ni écrire, et chaque jour, 800 femmes meurent des complications liées à la grossesse ou l'accouchement. Selon les prévisions de la Banque mondiale, en 2025, 1,8 milliard de personnes seront confrontées à une pénurie d'eau absolue. Et aussi dans le secteur de la santé, la moitié des lits dans les hôpitaux au monde sont occupés à cause des maladies transmises par l'eau. Et les pandémies, comme on a dit, dans le cas de Ebola, les pandémies sont facilitées par la globalisation. Vous connaissez, dans le contexte des crises, surtout en Syrie, mais aussi ailleurs, au corne de l'Afrique, qu'actuellement, il y a 65 millions de personnes qui ont dû fuir leur pays ou sont déplacées à l'interne de leur pays. Au Liban, par exemple, un quart de la population, ce sont des réfugiés. En Jordanie, c'est environ 11%. En Suisse, c'est 0,7%. Et on calcule il y a environ 200 millions de personnes n'ont pas de travail sur le plan mondial. Et parmi eux, 80 millions de jeunes gens entre l'âge de 18 et 24, ce qui signifie évidemment c'est une tragédie pour les gens directement concernés, mais c'est aussi un défi social, c'est un défi économique, et ça a aussi un potentiel de conflit interne, une déstabilisation des sociétés. Et les catastrophes naturelles, aussi à cause du changement climatique, se multiplient. Alors, qu'est-ce que fait la coopération suisse pour faire face à ces défis? Comme vous le savez, et comme je l'ai déjà mentionné, la solidarité de la population suisse avec des gens pauvres et vulnérables au monde se base sur un mandat légal et un mandat même constitutionnel. La coopération internationale de la Suisse est aussi bien ancrée dans la population suisse. Des sondages récents ont confirmé que 68% de la population suisse aimerait que la coopération suisse fait même plus qu'actuellement pour améliorer les conditions des pauvres et vulnérables au monde. Là, nous travaillons, la DDC, la Direction pour la coopération et développement, travaille dans 21 pays et régions au sud, dans la coopération sud, et 50% en Afrique
est dans des contextes fragiles, surtout à la région subsaharienne, Afrique subsaharienne. Et dans l'Est, où nous travaillons aussi dans l'Europe de l'Est, au Caucase, en Asie centrale, là on est actif en 9 pays et régions, sans la contribution à l'élargissement de l'Union européenne. Mais nous avons aussi pas seulement une logique basée sur des pays, mais aussi une logique des thèmes globaux. On a identifié 5 défis globaux pour l'humanité en tant que telle. C'est surtout la santé, évidemment, c'est l'eau, comme j'ai déjà dit, les pénuries d'eau, c'est la sécurité alimentaire, c'est le changement climatique et c'est la santé. Alors, on a aussi, ce qui est, comme j'ai dit, le chômage des jeunes est un grand défi pour nos pays partenaires. Si vous regardez le Balkan de l'Ouest, par exemple, en Bosnie, mais aussi dans des autres pays au Balkan de l'Est, il y a du chômage parmi les jeunes entre 50 et 60%. Encore une fois, c'est un grand défi pour les sociétés. Ça signifie aussi un grand potentiel pour des conflits internes, pour une déstabilisation des sociétés, des jeunes gens qui sont frustrés parce qu'ils n'ont rien à faire et très souvent au monde sans perspective que la situation se change. Alors, et pour ça, nous avons décidé dans la stratégie des prochains 4 ans que nous augmenterons nos activités dans la formation professionnelle de 50%. Parce que nous croyons que la Suisse a vraiment quelque chose à contribuer à une valeur ajoutée. Parce que, comme vous le savez, ici en Suisse, on a, comme en Allemand, en Autriche, dans les autres pays européens, mais surtout en Suisse, on a un système de formation professionnelle qui est très performant et qui contribue aussi là je suis sûr, à un taux de chômage parmi les jeunes relativement bas. Alors, évidemment, ce n'est pas une question de transférer, d'exporter comme ça notre système, mais quand même avec notre savoir-faire et dans la formation professionnelle, nous sommes convaincus que nous avons quelque chose à apporter dans nos pays partenaires. Et dans mes voyages, je constate que ça tient la route, que c'est effectivement ces programmes, ils augmentent la marketabilité ou la compétitivité des jeunes gens sur le marché de travail local. Mais ce qui est aussi important est la gouvernance, la bonne gouvernance. Dans beaucoup de pays partenaires, la corruption est un grand problème. La centralisation est un problème. Aussi l'exclusion des femmes, l'exclusion des jeunes gens. Alors nous travaillons aussi là-dessus pour aider à nos pays partenaires de créer des sociétés plus inclusives, qui aussi intègrent les femmes, les jeunes gens, les minorités ethniques, les minorités sociales, etc. Et ce qui est aussi important, c'est que nous assistons à nos pays partenaires d'améliorer les conditions cadres économiques pour pas seulement développer leur propre secteur privé, mais aussi pour attirer des investissements directs de l'étranger, des grandes entreprises internationales. Alors,
quelques remarques générales sur la coopération avec le secteur privé. Des fois, on est critiqué pour ça. On dit on subventionne les profits du secteur privé. Je vais parler là-dessus où on contribue à une distorsion des marchés par notre travail avec le secteur privé en investissant des sources du contribuable, des fonds du contribuable. Mais je pense que sur le plan mondial, surtout aussi dans le cadre de l'agenda 2030, on a clairement reconnu que ces partenariats entre le secteur privé les sociétés civiles, mais aussi surtout avec le secteur le public, avec le secteur privé, sont cruciaux pour atteindre les objectifs du développement durable. Surtout sur le plan financier, mais aussi en ce qui concerne l'innovation, et tout ça doit parvenir du secteur privé. Si, même dans les pays les plus pauvres, 90% des gens sont employés dans le secteur privé et pas dans le secteur public. Alors le développement économique doit prépondéramment venir du secteur privé. Évidemment, ça doit être fait dans une manière durable, et là, c'est où le secteur public peut jouer un rôle important. Si vous regardez les objectifs du développement durable, vous regardez l'objectif 17, les partenariats pour la réalisation des objectifs. Il y a un objectif dédié à ces partenariats, ce qui montre l'importance accordée à cet instrument pour la réalisation des autres 16 autres objectifs. On constate aussi que l'intérêt du secteur privé augmente, et pas seulement en tant que responsabilité sociale. Ça, c'est un phénomène qui est heureusement qu'on constatait déjà depuis un certain moment, que aussi sous pression des actionnaires, sous pression des sociétés civiles, sous pression des consommateurs, que surtout les grandes entreprises ont un intérêt de se montrer responsables, de prendre au sérieux la responsabilité en tant que citoyens, corporate citizens, comment on dit, citoyens. Alors, vous comprenez? Responsable, oui. Mais alors ça, CSR, ça existe déjà, c'est pas un vraiment nouveau phénomène, mais ce qu'on constate de plus en plus, que les entreprises reconnaissent les objectifs du développement durable aussi en tant que business case, qu'il y a, c'est en tant que valeur ajoutée et aussi un avantage comparatif. Et ça, je trouve très encourageant. L'année passée, j'étais à la conférence pour le financement durable à Addis Abeba. Il y a eu 600 représentants du secteur privé qui étaient là, qui étaient intéressés à des partenariats avec le secteur privé et de jouer un rôle important dans le développement durable, et pour faire un rôle important, une contribution constructive à l'atteinte de l'agenda 2030. Alors, la coopération suisse a déjà, sous le message actuel 2013-2016, a déjà travaillé étroitement avec le secteur privé. Nous avons une trentaine de partenariats avec le secteur privé
pour environ 25 millions de francs suisses par an, ce qui ne semble pas comme une somme énorme, mais il faut constater que le rôle du secteur privé est très souvent, ou dans la majorité des cas, et la contribution est moins financière, c'est plutôt le savoir-faire, c'est l'accès à l'information, c'est l'accès aussi à des contacts avec les gouvernements, c'est la connaissance du contexte dans un pays qu'on peut aussi mettre à disposition de nos partenaires du privé. Alors, même si 25 millions semble dans le contexte de notre budget total, ne semble pas être une somme énorme, encore une fois, cette trentaine des partenariats sont très, très importants pour nous. Je pense que nous jouons aussi un rôle important pour nos partenaires du secteur privé. Dans le message 2017-2020, alors le message qui vient d'être approuvé par le Parlement fin septembre, sous ce message 2007-2020, nous avons mis le but de doubler ces partenariats, alors environ une soixantaine de partenariats. Alors, encore une fois, pour nous, ces partenariats ont deux aspects. Le premier aspect, c'est la promotion des principes de conduite responsable des entreprises ou relatifs au business et des droits humains. À travers, par exemple, du Pacte mondial des Nations Unies ou aussi du réseau suisse du Pacte mondial. Alors, notre rôle est d'assurer que ces investissements, tout d'abord qu'ils se passent, mais qu'ils se passent d'une manière durable, que nos partenaires, les activités sont cohérentes avec les obligations sur l'Organisation internationale du travail, mais aussi les droits de l'homme, et que les investissements bénéficient à la population entière d'un pays et pas seulement à une minorité favorisée économique dans un pays. Alors nous sommes intéressés dans la manière comment ces investissements se font. Alors ça c'est le premier aspect, le premier rôle, et le deuxième, c'est effectivement d'agir en tant que catalyseur pour les investissements des entreprises suisses prépondéramment, mais aussi des entreprises, des grandes entreprises étrangères. Et c'est dans ces partenariats opérationnels. Le but est d'atteindre un plus grand impact durable et à grande échelle sur l'ensemble des objectifs de développement. Par exemple, sur la sécurité alimentaire, nous avons des partenariats dans la sécurité alimentaire, mais aussi de la santé, de l'eau, et aussi de migration et développement et du changement climatique. Mais aussi, évidemment, dans les services financiers, parce que très souvent, un des défis dans nos pays partenaires, c'est l'accès au financement, surtout pour le secteur privé local. Et nous essayons, avec nos partenariats, de faciliter l'accès du secteur privé local aux services financiers. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas d'une subvention des profits des entreprises, mais de soutenir des activités qui ne se faisaient pas, ou moins efficacement, sans partenariat. Alors, quels sont les principes de notre engagement du secteur privé dans l'innovation médicale? C'est la concrétisation de nos partenariats, effectivement, dans le secteur d'innovation médicale. Alors, pour nous, encore une fois, comme notre but principal ou notre mandat constitutionnel
et la lutte contre la pauvreté. Ici aussi, notre engagement dans le secteur privé, dans l'innovation médicale, et aussi la promotion, le contrôle des maladies qui touchent particulièrement les pauvres. Pour nous, c'est une question de justice sociale et d'équité, mais c'est aussi une question sanitaire mondiale. Vous pensez à Ebola, par exemple, qui très vite se développait d'un phénomène régional à une menace mondiale, avec la globalisation, la mondialisation et aussi la facilité des moyens de communication, les voyages et tout ça. Il faut constater, je suis sûr que Mme Böhme va aussi parler de ça, il faut constater que pour les grandes entreprises pharmaceutiques, l'investissement dans des médicaments contre des maladies qui touchent particulièrement les populations pauvres n'est pas très attrayant. Parce qu'il s'agit des grands investissements, mais les retours sur l'investissement, très souvent, sont modestes. Alors, il y a là une certaine défaillance du marché. Et encore une fois, le secteur public, à lui seul, n'a pas l'expertise ni les moyens pour mettre en place les structures de recherche et développement nécessaires. Pour ça, il faut le secteur privé. C'est très évident. Alors, dans les années 90, un modèle de collaboration innovateur a été mis en place pour conduire et financer des programmes de recherche et développement basés sur des partenariats publics, privés. Et ce partenariat est connu sous le nom de Product Development Partnerships, PDP. Et là, je suis sûr, Mme Böhme va aussi parler plus. La Suisse a dès le début soutenu très activement les PDPs en contribuant à la mise de fonds initial. Elle a aussi joué un rôle clé dans le lancement, par exemple, du Medicines for Malaria Venture, MMV, en 1999. Aujourd'hui, il y a plus de 20 PDPs portant sur le développement de vaccins, de médicaments et diagnostics et d'insecticides. Alors, pour des exemples concrets de partenariats, j'aimerais donner la parole tout d'abord à Mme Böhme de parler du FIND, et après je vais aussi citer quelques exemples dans lesquels la DDC est active. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Madame Böhme, s'il vous plaît. Merci, Madame. Oh, attendez, ça marche. Voilà. Merci, Madame. Et merci, Monsieur l'ambassadeur Sager et chers membres de la presse. C'est un honneur d'être ici et je suis contente de pouvoir parler un peu de FIND et notre collaboration avec la DDC. Pourquoi est-ce que FIND existe? En 2001, Médecins sans frontières publiait un rapport intitulé Fatal Imbalance ou Déséquilibre fatal. Ce rapport déplorait le fait que seulement 10% des investissements en recherche et développement étaient consacrés aux maladies négligées, qui en fait contribuent 90% de la charge mondiale en morbidité. Les partenariats de développement de produits, ou PDPs, ont été créés pour adresser ce déséquilibre fatal. Et comme M. Sager a dit, de jouer un rôle catalytique dans des cas où il n'y a pas de marché profitable. Ces fondations d'utilité publique appuient le développement et la mise en œuvre de nouveaux outils. Ces vaccins, médicaments et diagnostics innovants sont essentiels pour réduire, voire éliminer les maladies négligées. FIND a ainsi été fondé en 2003 à Genève pour soutenir le développement
et l'implémentation de diagnostics. Pourquoi se concentrer sur des diagnostics, me demanderiez-vous? Je vous répondrai avec les mots d'Alain Mérieux. Sans diagnostic, la médecine est aveugle. Les outils de diagnostic permettent d'identifier la cause de maladie et de la traiter effectivement. Depuis sa fondation, FIND a livré 11 nouveaux diagnostics. Par exemple, la tuberculose, qui tue 1,4 million de personnes par année, a vraiment été transformée par des nouveaux diagnostics. Aujourd'hui, on obtient un résultat pour la tuberculose en seulement 2 heures au lieu de 2 mois. Et ceci inclut l'identification de résistance ou de souches résistantes de la résistance antibiotique. C'est là un important succès qui démontre l'efficacité de ce genre d'investissement et de partenariat qui capitalise sur les forces de différents secteurs. En fait, le modèle de FIND comme PDP est entièrement basé sur le développement de partenariats, avec les deux, le secteur privé et le secteur public. Actuellement, FIND travaille avec plus que 30 entreprises de diagnostic et biotech, dont plusieurs sont ici en Suisse, comme par exemple Roche Diagnostics. Il en va de même pour les partenariats avec l'académie, comme par exemple la Swiss TPH, le PFL et les HUG. Notre présence à Genève n'est pas seulement due à la proximité de ses partenaires en recherche et développement, mais de façon presque encore plus importante, nous travaillons en constante collaboration avec l'OMS, le Fonds mondial, UNITAID et d'autres organisations internationales basées à Genève. Tous ces partenaires sont d'importance critique pour l'implémentation de nouveaux diagnostics dans les pays à faible revenu. Enfin, FIND, comme M. Sanger a déjà dit, complète le trio de PDPs à Genève. Les nouveaux médicaments de DNDi et MMV sont dépendants de nouveaux diagnostics. L'attractivité de Genève comme pôle de santé mondial ne fait donc plus de doute. En contrepartie, les PDP ont un impact économique important avec une contribution d'environ 60 000 francs par année à l'économie suisse. FIND, MMV et DNDi cumulent un budget annuel d'environ 150 millions francs avec environ 200 employés basés ici à Genève. Le travail des PDP comme FIND serait impossible sans le soutien de généreux donateurs tels que la DDC. Ce financement n'est pas seulement un reflet de la générosité du peuple suisse, mais aussi, et de façon plus importante, un signe de sa pensée stratégique et de son engagement en faveur de l'innovation. Je dis stratégique parce que le contrôle des maladies, touchant en particulier des pauvres, n'est pas seulement une question de justice sociale et d'équité. Il s'agit aussi de sécurité sanitaire mondiale. L'épidémie récente d'Ebola, et M. Sager l'a dit déjà, a bien démontré que la vulnérabilité des systèmes de santé dans les pays à faible revenu peut facilement mettre en péril la santé de nos concitoyens. L'appui de la DDC a d'ailleurs permis de sauver des vies et aidera à prévenir des épidémies futures. La contribution de la DDC a accéléré, en effet, le développement et l'évaluation de nouveaux diagnostics pour l'Ebola, ce qui continue d'avoir un effet important sur le terrain aujourd'hui. Les tests que FIND a implémentés en 2015 ont permis une confirmation rapide de cas d'Ebola
plutôt cette année. Ce traçage et le dépistage rapide des cas potentiels a limité la transmission à seulement 10 personnes, ce qui a permis d'éviter une nouvelle épidémie. Ceci n'est qu'un exemple pour illustrer l'excellent rendement que la DDC obtient en investissant dans les PDPs. Pour chaque franc contribué par la DDC, nous recevons au moins 5 francs d'autres donateurs et des entreprises. De plus, nous concentrons nos efforts à identifier les projets qui nous permettent de livrer l'innovation la plus percutante. Car l'une de mes convictions les plus profondes est la suivante. L'innovation importe seulement quand elle atteigne les personnes qui en ont besoin. C'est pourquoi un diagnostic, à mon avis, doit être facile à utiliser, self-intuitive, comme un iPhone. Doit résister à la chaleur, doit résister à la poussière et fonctionner sans électricité. Ça, c'est pas toujours facile. Et certainement, on est loin d'avoir gagné. Il y a encore beaucoup à faire ensemble. Je suis convaincue que notre approche est une partie importante de la solution pour les 21 maladies liées à la pauvreté, pour lesquelles il n'y a pas de diagnostic essentiel aujourd'hui. Ensemble et avec l'aide de la DDC, nous forgerons les outils pour nous permettre de vaincre ces maladies négligées. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Benet, et merci d'avoir pris la parole en français. Nous apprécions. Avant de vous donner la parole, mesdames et messieurs, je crois que Monsieur l'ambassadeur, vous souhaitez donner quelques exemples. Oui, effectivement, j'aimerais présenter très brièvement trois exemples, dont deux, Madame Böhm a déjà parlé. L'un, c'était Drugs for Neglected Diseases Initiative, DNDI, et l'autre, c'est la Medicines for Malaria Venture, que j'avais aussi déjà mentionné. Alors, la première, DNDI, encourage effectivement la recherche et le développement des médicaments contre les maladies négligées qui touchent principalement les gens pauvres et défavorisés. Encore une fois, la raison là derrière, c'est parce que très souvent les investissements sont lourds et les retours sur l'investissement sont modestes. Et pour agir comme catalyseur, pour encourager ces recherches et développements, il faut que le secteur public donne une initiative, mais aussi une contribution qui est très importante. Alors, aujourd'hui, il y a plus de 50 entreprises de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique qui sont impliquées dans cette DNDI, Drugs for Neglected Diseases Initiative. Et la DDC soutient, et elle était fondée en 2003, et depuis 2010, la DDC fait une contribution de 2 millions de francs par an. Le deuxième exemple concret, c'est le Pandemic Emergency Facility. La PEF va permettre d'activer une réponse globale, rapide et efficace à une éventuelle pandémie, dont Mme Böhm a déjà parlé. Alors, ça consiste en quoi? La Banque mondiale s'est associée à Swiss Re et Munich Re pour développer un mécanisme de financement d'urgence incluant un composante d'assurance. Avec ça nous permet de débourser d'importantes sommes d'argent pour circonscrire toute épidémie à un stade précoce et éviter ainsi qu'elle ne se développe en pandémie. La DDC a financé à l'auteur de 450 francs à un modeling de ce mécanisme. En comparaison, lors de la crise d'Ebola, l'aide humanitaire suisse déboursée
était 30 millions en aide d'urgence. Alors si vous comparez l'investissement de 450 francs à un tel mécanisme pour assurer le financement, pour éviter, en principe, c'est un investissement dans la prévention d'une pandémie. Si vous comparez ces 450 000 francs avec les 30 millions de francs que la Suisse a investi dans comment dire, pour maîtriser la pandémie, vous voyez les relations. L'OMS est pleinement impliquée dans le PEF puisqu'elle sera appelée à fournir les données qui permettront de déclencher le mécanisme et faciliter la distribution des fonds aux acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux impliqués. La PEF a été lancée à l'occasion du G7 au Japon en mai 2016, alors cette année. Et alors finalement, le Medicine for Malaria Venture, MMV, ça permet de combattre la malaria dans les zones endémiques par des traitements efficaces et, ce qui est important, abordables. Comme vous le savez, probablement 3,3 milliards de personnes dans 106 pays à travers le monde sont menacées par le paludisme. Le paludisme est responsable d'environ d'un cinquième de décès d'enfants en Afrique, un cinquième. Et ce MMV était fondé en 1999 et l'organisme sans but lucratif qui travaille avec les institutions publiques et privées de recherche et développement de nouveaux médicaments antipaludéens abordables pour les pauvres. Ici aussi, plus de 70 entreprises de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique font partie de MMV. La DDC est un cofondateur de MMV et soutient cette initiative avec 1,6 million par an. Alors peut-être pour résumer, la coopération internationale de la Suisse, il y a eu beaucoup de progrès dans la lutte contre les défis mondiaux dans des années, des décennies, des décennies passées. Mais évidemment, beaucoup reste à faire pour atteindre les ODD. Mais aussi, ce qui est important à noter, que les partenariats, soit avec les sociétés civiles, mais aussi les partenariats, surtout avec le secteur privé, restent ou deviennent de plus en plus indispensables, ainsi que l'innovation dans le secteur médical. Et on est ici à Genève, et c'est évidemment pas un hasard. Le Genève International est un hub, pour ainsi dire, de la santé globale, de la gouvernance de la santé mondiale. Et Genève, avec des institutions dont fait partie le FIND et des autres qu'on vient de mentionner, Genève International va continuer à jouer un rôle crucial dans tous ces efforts. Alors merci bien encore une fois pour votre intérêt, pour votre attention, et si vous avez des questions, on essaye de répondre. Merci, Monsieur l'ambassadeur. La parole est à vous, mesdames et messieurs. Si vous souhaitez poser des questions, je vous demanderai peut-être de vous identifier lorsque vous posez votre question. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi je vais commencer par vous en poser une. Vous avez mentionné, Monsieur l'ambassadeur, la question de la corruption dans certains pays. Je me souviens que lors d'une conférence de presse ici à Genève, il y a quelques années, Madame Eva Joly, qui était donc la conseillère sur les questions de développement et de la coopération au développement auprès de la Norvège, disait ce qu'il faudrait, c'est lier la question du développement aussi et des prêts qu'on peut faire, des aides que l'on peut faire avec la question de la corruption. Est-ce que vous, à la DDC, vous rencontrez ces problèmes de corruption et comment est-ce que vous faites
pour essayer justement de les endiguer, pour que vos fonds aillent directement aux personnes qui en ont besoin? Oui, merci pour cette question. Et comme j'ai dit, on constate que la majorité de nos pays partenaires, la corruption est effectivement un problème. Et il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas travailler avec des gouvernements qui sont corrupts ou corrompus. Et évidemment, notre but est d'éviter que les fonds que nous contribuons sont détournés. Et ça, c'est très, très important. Alors, là où ce n'est pas possible de travailler avec le gouvernement, parce qu'il y a une crainte que les fonds seraient détournés ou qu'ils disparaissaient dans des trous noirs. On ne travaille pas directement avec les gouvernements et effectivement les cas où la coopération suisse donne de l'aide budgétaire et sont très rares et très bien sélectionnés. On choisit très bien dans quel secteur on peut travailler directement avec le gouvernement, mais normalement on travaille avec les sociétés civiles et aussi nous assurons que les fonds sont directement, ils bénéficient directement à la population et on ne peut pas travailler contre le gouvernement, mais ce n'est pas toujours nécessaire qu'on travaille à travers ou par le biais du gouvernement. Nous avons des actions, des activités qui bénéficient directement la population, mais aussi, et très souvent, le gouvernement aussi, ils reconnaissent qu'il y a que la corruption est un problème et nous demandent de leur soutenir dans la lutte contre la corruption. Alors ça, c'est un autre aspect, que, comme j'ai déjà dit, la bonne gouvernance. Et on dépense environ 30% de notre portefeuille à la coopération internationale et dans la bonne gouvernance. Et la lutte contre la corruption au sein des gouvernements fait une partie importante de nos activités dans la bonne gouvernance. Merci pour votre réponse. D'autres questions? Oui, monsieur. Bonjour, Raymond Saner. J'enseigne à l'Université de Bâle et à Sciences Po à Paris. Et je suis aussi le directeur et cofondateur d'une ONG qui est basée ici à Genève. Ça s'appelle Centre pour le développement socio-économique. On est accrédité par ECOSOC, donc statut consultatif. Merci beaucoup pour M. Sager et Mme Böhm de nous présenter un peu les dernières nouvelles de la capitale, de Berne, de la DDC, de votre fondation, de ce que vous êtes en train de faire et de ce que vous planifiez de faire. J'ai peut-être une information et une question en même temps. D'abord, une information pour M. Sager. Demain aura lieu, ici à Genève, une conférence internationale organisée par UNECE sur les partenariats privés-publics. Et c'est la 4e conférence. Je fais partie du comité de préparation. C'est la 4e conférence où on met les partenariats dans le contexte des objectifs de développement durable. Et le débat est de comment faire à ce qu'en même temps, on peut réaliser les objectifs de développement durable tout en faisant ce partenariat public-privé. Et maintenant, selon l'article 17.17 des ODD, ce n'est pas uniquement partenariat privé-public, mais à ça s'ajoute aussi la société civile. Donc, si vous avez encore le temps demain, vous serez le bienvenu. C'est une conférence qui, je pense, j'imagine, pourrait vous intéresser fortement. J'arrive d'une autre conférence internationale où la Suisse est regrettée
c'est la conférence de la CNUSET, UNCTAD, sur la protection des consommateurs. C'est ODD 12 qui va ensemble avec la production durable. Et là, il n'y a pas de représentant de la Suisse. On est aussi, dans ce sens-là, on a regretté l'absence de la Suisse et aussi de la DDC. Alors la question que j'ai est plutôt pour Madame et Monsieur. La Suisse participe aussi dans le financement de Gavi et du Global Fund. Je m'intéresse à savoir le secteur de la santé. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez pu faire une évaluation? De quelle manière est-ce que c'est efficace ou pas? Et de quelle manière ce que vous investissez dans Gavi, Global Fund, MMV, va ensemble, question de coordination, avec la politique de la santé de la DDC. Merci. OK, good. Merci pour l'invitation à cette conférence demain. Moi, personnellement, je ne peux pas y assister, mais je vais prendre votre invitation avec moi à Berne. Et il se pourrait même que quelqu'un de la DDC serait présent de toute façon. Alors là, je ne peux pas vous donner une réponse. Ni pour l'UNCTAD, c'est où et quand je me suis... C'est maintenant fini, c'était les 2 derniers jours. Ah, d'accord. C'était la première conférence sur ce sujet-là. Donc, protection du consommateur, ce qui est très important dans les pays en voie de développement. Ça n'existait pas auparavant. Il n'y avait que ce qui suit demain, la question sur la concurrence. Maintenant, on a ajouté aussi 2 jours sur la protection des consommateurs. Donc, pas uniquement monopole et les règles du marché en ce qui concerne la concurrence. Ouais. Là, ce serait aussi très bienvenu si la Suisse pourrait s'investir. Peut-être après, vous pouvez me donner plus d'informations. Encore une fois, je suis sûr que mes collaborateurs et collaboratrices sont au courant, mais personnellement, je ne le suis pas actuellement. Peut-être vous pouvez me donner d'informations ultérieures. Gavi, la Suisse n'est pas membre du Gavi. Nous investissons pas dans cette, pas parce que nous pensons que c'est pas utile. Au contraire, personnellement, je pense que c'est une organisation c'est même un modèle pour moi, pour les partenariats entre les individus, les sociétés civiles, le secteur privé et le secteur public. Mais pour le moment, on a décidé de ne pas investir dans cette initiative, même si, comme j'ai dit, pour moi, c'est une initiative très, très performante, avec beaucoup de succès et qui font un excellent travail. Global Fund, là, on a récemment on a assisté au Replenishment conférence à Mont-Royal, je pense que c'était. Et là aussi, nous sommes convaincus, c'est une organisation qui tient la route. Il y a beaucoup de succès dans la lutte contre les trois maladies. Et je pense aussi notre investissement est bien justifié. Peut-être vous aimeriez ajouter quelque chose. Just briefly, I strongly believe in this type of global funding and implementation mechanisms. I think there's, of course, always improvements to make in terms of efficacy, but I think in general, we've seen the successes of these 2 organizations. Speaking for the PDPs, I can say that the products developed by the PDPs are taken up effectively by the Global Fund and Gavi as far as vaccines are concerned, which we have nothing to do with, nor DNDi or MMV in Geneva.
but definitely the MMV products and the FIND products are smoothly integrated in the Global Fund procurement system. Yeah. Merci. D'autres questions? Si tel n'est pas le cas, je me permets de poser une dernière question et après je vous invite à continuer la discussion autour d'un verre. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous ne craignez pas, dans un contexte, disons, de crise économique et parfois, et même souvent, de coupes budgétaires, de dépendre, en quelque sorte, de plus en plus, finalement, du secteur privé, voire des grandes multinationales, pour effectivement développer des projets comme ceux que Mme Böhme vient de nous présenter? Merci pour la question. Je ne pense pas que c'est une question de dépendre. C'est effectivement un partenariat avec... On a des buts différents. Évidemment, le secteur privé est normalement à but lucratif. Et ça, il n'y a pas d'objection. Évidemment, s'il n'y a pas de profit, les entreprises privées ne peuvent pas survivre. Alors c'est clair que pour le secteur privé, il y a des buts lucratifs, mais la question, comment est-ce que ces investissements sont faits? Est-ce qu'ils sont faits d'une manière responsable? Est-ce qu'ils sont... les entreprises sont cohérents avec les droits de l'homme, les investissements sont cohérents avec les droits de l'homme et aussi avec comment on dit, les responsabilités sociales aussi. Oui, les responsabilités environnementales, les responsabilités sociales. C'est ça la question. Et là, je pense que le secteur public peut jouer un rôle pour assurer dans ces partenariats que ces investissements se passent d'une manière responsable. C'est un aspect. Alors, c'est le secteur privé a principalement des buts lucratifs et notre objectif est d'assister à nos pays partenaires dans leur développement durable. Alors, il y a des objectifs différents, c'est clair, mais il y a des intérêts en commun. C'est dans l'intérêt du but lucratif des entreprises, que les ressources ne sont pas exploitées. Par exemple, nous avons des partenariats avec des entreprises suisses pour réduire le footprint de l'eau, par exemple. C'est aussi dans l'intérêt de l'entreprise, parce que sans l'eau, il n'y a pas de production. Et ça, c'est un intérêt, et aussi un intérêt commun dans la santé de la population, des employeurs qui sont sains, qui ne sont pas malades. Ça, c'est aussi dans l'intérêt du secteur privé, la formation, l'éducation, une population bien élevée, bien formée. C'est aussi dans l'intérêt pas seulement du pays, dans l'intérêt du développement durable de la société, mais c'est aussi dans l'intérêt des investisseurs. Alors, il y a beaucoup d'intérêts communs et sur cette base, on peut travailler ensemble. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci, Madame Böhme. Merci à vous, Mesdames et Messieurs. Je vous invite à prendre un apéritif et à continuer, si vous le souhaitez, de poser des questions à nos deux invités. Merci et bonne journée.